Chapitre 6. La lettre dans la société de consommation. Très tôt dans l'humanité, des codes sont développés en vue de créer la parole. Ce langage graphique est dans un premier temps figuré au moyen... Très tôt dans l'humanité, des codes sont développés en vue de créer la parole. Ce langage graphique est dans un premier temps figuré au moyen de l'image, puis au moyen d'alphabets qui évoluent au rythme de l'humanité. À l'origine de nombreuses écritures, il y a alors une double dimension entre le visuel et le textuel. Peinture de moins 17 000, première trace de linéarité d'écriture, les grottes de Lascaux en moins 17 000. On évalue donc ces premières traces de linéarité d'écriture sous forme de points qui accompagnent une représentation figurative. À partir de cette découverte, toutes les traces de communication laissées par l'homme se sont inscrites sur un système de lignes, ce qui explique l'écriture linéale dans l'alphabet. À partir de cette date, l'écriture abstraite accompagne l'écriture figurative. La lettre et l'image sont donc étroitement liées dans le développement des systèmes de communication de moins 17 000 à aujourd'hui dans le domaine de la publicité. À partir du moment où cohabitent texte et image, il existe une dichotomie entre ce que l'on voit et ce qu'on y lit. Ce rapport peut même être conflictuel. Dès les années 60, les artistes exploitent ce rapport entre langage verbal et langage visuel. L'écrit n'est pas seulement complémentaire de l'image, mais devient porteur de sens et pousse le contemplateur à une réflexion. Aujourd'hui, dans une société où l'image est surexploitée, la création de visuels au moyen du texte devient une alternative pour que le message soit alors à des campagnes purement textuelles. Ce processus permet alors à de grandes marques de se rendre visibles en véhiculant pourtant toujours le même message. Jaune avec un grand R, Ricard. Depuis 2013, Ricard, avec sa campagne Jaune avec un grand R de BETC, dans laquelle seul le texte et sa composition typographique illustrent le propos, contourne la loi Evin. Il cible les jeunes plus modernes, campagne uniquement à Paris. Cela évite la confrontation Paris contre le Sud, la boisson devient moins estivale. Chacun des prints de la campagne illustre par la lettre un objet fétiche de la marque. Grâce à ce moyen, Ricard renvoie sa cible et s'émancipe de l'image estivale du Sud. En 2014, le New York Times fait le choix d'une campagne en kinétique typographique pour le lancement de son édition. Le clip anime la grille typographique du journal afin de faire voyager à travers les pages et ainsi se démarquer de la concurrence qui traditionnellement communique sur un lancement par le biais d'un print. En 2009, le collectif H5 explore la relation texte et image dans la société de consommation et propose une réflexion sur l'impact des marques sur la société. Logorama, un court-métrage d'animation de 18 minutes réalisé exclusivement par l'exploitation de logos existants, environ 3000. La vidéo illustre un monde des marques dans lequel la nature reprend ses droits et où le paysage urbain se laisse à nouveau dominer par un état naturel. Il s'agit donc d'une critique de la société, mais également le témoignage d'un monde qui court à sa perte en écho à l'ouragan Katrina, qui, en 2005, a ravagé la Nouvelle-Orléans, qui, jusqu'alors, était un véritable temple de la publicité. Le seul mouvement artistique qui a fait de sa préoccupation le décloisonnement entre l'art et la consommation est le pop art américain, dans les années 50, avec Andy Warhol par exemple, qui revendique son attachement à la culture populaire en suggérant dans ses œuvres la publicité, les marques et les comics. Publicité Moulinex, en 1961. La France est en plein essor économique, les 30 Glorieuses est en plein enrichissement du pays. La réclame publicitaire évolue au même rythme. Pendant cette période, la population s'enrichit en raison du plein emploi. Toutes les classes possédant un pouvoir d'achat, les Français s'équipent de biens en tout genre. Puis en 1960, ouvre à Paris le premier supermarché en libre service. En 1949, le premier Leclerc en Bretagne, puis en 1952 le Bon Marché à Paris, mais pas en libre service. Le libre service crée la concurrence et le choix. En 1967, la contraception pour les femmes. En 1966, l'autorisation de travail sans accord de son mari. Puis en 1968, l'autorisation d'ouvrir un compte en banque avec un chéquier. La loi Simone Veil date de 1974 pour l'avortement. L'accroche de la pub est, pour elle, un moulinex, pour lui, des bons petits plats. Lettrage qui illusionne une écriture script, cela connote le fait main et donne à voir l'implication personnelle dans la réalisation des plats. Le visuel donne à voir un homme qui semble rentrer du travail, qui offre un cadeau moulinex à sa femme afin qu'il en retire des bénéfices. La femme est arrêtée, robe brushing, cela illustre la joie de sa condition de femme au foyer. Les robes présentées sous l'illustration sont baptisées de prénoms féminins, ce qui renforce le rôle de la femme dans le foyer et illustre le statut de la femme dans la société. La baseline est le prix et la qualité par la production de masse, cela souligne l'engouement pour la grande distribution et l'industrialisation de la société. Les grandes surfaces incarnent pour le consommateur le retour au libre arbitre et la possibilité de s'acquitter à bas coût des dernières innovations technologiques. Au début des années 90, les grandes surfaces sont identifiées comme des lieux populaires. Depuis les années 2000, les consommateurs sont en quête de produits uniques permettant d'afficher sa différence.
Le texte s'inscrit comme un marqueur temporel d'une société qui évolue. Jaini Leinonen, né en 1978, toujours vivant. Il dit « L'art est un mensonge qui révèle la vérité. La vérité, c'est que nous sommes autorisés à réfléchir à des alternatives. Les conflits continuent à de se répandre, les différences économiques et sociales continuent de croître, et partout dans le monde, notre écosystème est un point de non-retour. » L'artiste finlandais se revendique activiste et refuse toute comparaison avec le pop art américain. Son avenir pour la culture dite populaire, issue de sociétés de consommation, le pousse à mener une investigation plastique visant à faire se questionner le spectateur sur un environnement éco-socio-politique. Il travaille également sur le détournement des marques pour déplorer un monde où le recyclage de canettes de Coca-Cola est suffisant pour nous faire sentir bien. Il réprime la fin du capitalisme et condamne une société de consommation qui n'a que faire du tiers de la planète dans lequel les droits humains sont bafoués, mais aussi dans lequel la nature est ravagée au profit d'un conflit occidental. En 2006, Leinonen se fait connaître avec sa première installation engagée, Art Supermarket Picasso. C'est un supermarché dans lequel les biens de consommation courants sont remplacés par des œuvres d'art. Lorsque les toiles deviennent substituts des fruits et légumes dans les étals, l'artiste questionne sur les valeurs des produits alimentaires nécessaires à la survie et dont la société de consommation a fait croître les prix. Se nourrir est devenu un luxe. Surtout au Canada où les fruits sont chers, les toiles sont vendues en vrac et au kilo, ce qui permet au public de se questionner sur la valeur marchande de l'art. 12 700 clients en 3 semaines, en 2011, il signe Headstone, une série de pierres tombales en granit dans lequel il inhume les grandes marques. Hunger King, en 2014. Acte militant qui vise à protester contre une loi interdisant les SDF aérés dans les rues de Hongrie, cette installation est perçue comme une provocation manifestant l'indignation de l'artiste face à une population incapable de faire la queue dans la rue pour accéder à des boutiques de luxe alors que les sans-abri sont chassés des rues. L'idée n'est pas de stigmatiser la Hongrie, mais ce problème des inégalités sociales. Ici, la force de son installation passe par le détournement du nom de marque, car cela crée la confusion et renvoie le spectateur à ses habitudes de consommateur. À l'entrée, 2 files, une pour les riches, une pour les pauvres. Libre arbitre par le choix des entrées. Alors que la première file permet une entrée gratuite dans le lieu, l'autre contraint le visiteur à payer 6000 florins hongrois. Ainsi, tous les visiteurs issus de différentes catégories socio-professionnelles vont être amenés à se côtoyer au sein de la même file d'attente sans distinction. Alors que la file riche permet une entrée directe, la file pauvre, par sa quantité de visiteurs, contraint une attente longue et dans le froid pour faire vivre l'expérience quotidienne de ceux qui vont à la soupe populaire. À l'intérieur de chaque marque est détournée, Coca-Cola devient capitalisme. Chaque affiche publicitaire est ainsi détournée. Le texte est fondamental dans l'installation de l'artiste car c'est ce qui lui permet de saisir la demande et l'ironie de Leinonen. Edward Roucha, né en 1937, toujours vivant. La caractéristique du travail de Roucha est la recherche de l'impact visuel. Figure emblématique du pop art américain, il s'empare des marques qui envahissent le paysage anthrophisé au profit d'une peinture dénuée de tout sentiment. Il exploite les marques dans un contexte où l'art et l'histoire sociale deviennent liés. L'entre-deux-guerres laisse entrevoir le déplacement de l'intérêt des artistes d'un art poétique vers un art objectif qui témoigne de la société. Le pop art repose sur une iconographie empruntée du réel qui témoigne de la dépersonnalisation de la société à l'ère de l'industrie et des technologies. Ce mouvement œuvre donc dans le sens d'une esthétique impersonnelle au regard de la reproductibilité et de la production de marques. C'est ainsi qu'à l'instar des accroches pub, les mots vont peu à peu investir les œuvres du pop art. Les éléments langagiers impersonnels de la réclame sont ainsi privilégiés pour donner à voir l'influence des masses médias dans le quotidien. L'art devient donc à partir de cette période le miroir d'une société manufacturée, normée et qui conditionne les émotions du consommateur. Simon Link, né en 1958, c'est un artiste australien qui vit et pratique son art depuis les années 80 à Londres. Pour lui, la presse spécialisée artistique devient la matière première de son investigation. Il interroge notre rapport à l'art et établit une critique face à sa valeur marchande. Il cherche à désacraliser la valeur accordée à la publicité en rendant une annonce presse purement typographique leur nature artistique. Link s'inscrit dans une démarche conceptuelle qui fustige la communication commerciale de l'art qui, selon lui, gouverne notre appréciation collective d'une œuvre. Il condamne la dimension mercantile des œuvres qui restreint la production artistique à un engouement identique de celui de n'importe quel objet commercial. Art Forum, célèbre revue d'art contemporaine, devient son support de revendication principal puisque Clément Greenberg, à l'origine de la théorie sur la peinture moderniste, fut l'un des fondateurs de la revue. Cela a donc pour impact l'appréciation unique d'un art dépourvu de tout concept. La série Art Forum, créée en 1985, il
Il reproduit à grande échelle les annonces presse de la revue. Ces annonces presse sont dépourvues de tout graphisme qui pourrait donner à voir une quelconque démarche artistique. Toutes ces annonces respectent la charte graphique qui exclut le visuel dans lequel seules les lignes de texte informatives sont présentes. Le format sélectionné pour la diffusion par la galeriste témoigne du pouvoir d'achat de la galerie qui expose les œuvres. Ainsi, seule une valeur commerciale témoigne d'une prestation artistique. Simon Link s'insurge et dit: la publicité qui devient le baromètre permettant de juger de la valeur d'une œuvre et de son artiste. Dans cette série, il dénonce notre rapport à l'art dans une société de consommation et accuse le lecteur d'envisager une exposition par le simple prisme de sa publicité et d'en mesurer la qualité par la taille de l'annonce presse qui lui est consacrée. Les annonces presse reproduites par Link reproduisent scripturalement les originaux. Toutefois, les accumulations de peinture et les lettrages creusés dans ces couches épaisses permettent pour lui de restituer leur dimension plastique ou œuvre dont il est question. Les formats les plus grands exacerbent les annonces presse les plus petites. Par extension à ce travail, il a composé de la même manière d'autres annonces presse sur châssis en exposant le nom d'artistes pour qui l'accrochage a lieu dans de petites galeries sans visibilité. Barbara Kruger est une artiste américaine née en 1945 dans le New Jersey. Elle fit ses études dans le domaine de la publicité et travailla pour plusieurs agences prestigieuses. Travailler dans ce domaine n'a pas été anodin. Elle a pu étudier et apprendre les techniques de communication et de construction des images destinées à la publicité, à la presse, qu'elle réutilisera ensuite pour ses œuvres. Ses premières réalisations datent de la fin des années 70. Elle dira: provoquer des questions concernant le pouvoir et ses effets sur la condition humaine, étudier la manière dont le pouvoir est construit, utilisé et abusé. L'avortement fut dépénalisé aux États-Unis en 1973. Cependant, peu à peu, les différents États grignotèrent cette décision en imposant de plus en plus de restrictions sur le libre choix des femmes. Sous le gouvernement de George Bush, le 3 juillet 1989, à travers l'arrêt Webster, la Cour suprême franchit un pas supplémentaire dans la fragilisation du droit à l'avortement, se refusant à admettre que ce dernier soit anticonstitutionnel. Elle estime toutefois que les États ont le droit d'interdire notamment l'utilisation des fonds publics, des hôpitaux publics et des personnels publics pour permettre une interruption volontaire de grossesse. Les Américains, ralliés au mouvement contestataire féministe, s'insurgèrent contre cette décision et organisèrent une grande manifestation à Washington le 9 avril 1989. La composition originale de l'œuvre de Barbara Kruger fut d'abord conçue comme affiche pour cette marche massive. L'artiste permit également à l'image d'être distribuée sous forme de tract. Your Body is a Battleground offre un bon exemple de l'intérêt que Barbara Kruger porte aux questions politiques importantes du moment. Il s'agit en effet d'une affiche qui date de 1989 et qui invite femmes et hommes à se rassembler et à manifester afin de protéger le droit des femmes et l'avortement libre, droit que l'administration Bush de l'époque cherchait à enlever. Le texte le plus en évidence dit « Votre corps est un champ de bataille ». Une fois l'événement terminé sur l'œuvre que l'on connaît aujourd'hui, seul ce texte sera conservé. Les autres cartouches, plus petites, indiquent le lieu et la date du rassemblement, Washington, le 9 avril 1989, ainsi que les raisons de cette mobilisation. Soutenir l'avortement légal, le contrôle des naissances et le droit des femmes. Enfin, un cartouche noir tout en bas précise avec plus de détails les causes et les objectifs de cette manifestation. L'image se compose de barres de texte blanc sur fond rouge, sorte de cri de guerre écrit en gros, accompagné d'informations pratiques en caractères plus petits, le tout collé comme de la peinture de guerre sur le fond. Ce fond est une photographie frontale du visage soyeux d'un modèle féminin divisé en deux. De gauche à droite, l'image s'inverse de positive à négative. Ici, Barbara Kruger critique objectivement les standards appliqués à la beauté féminine et perpétue le paradoxe des médias et de la publicité. De plus, les trois bandes limitées par le slogan « Your Body is a Battleground » coupent le visage de haut en bas. Le texte semble avoir été disposé ainsi pour museler l'espace de l'image, pour en entraver la liberté plastique, pour ainsi dire, lui assigner un statut subalterne, une sorte de mise en abîme du propos, à savoir que femmes sont reléguées au second plan, que les mots qu'elles emploient ne peuvent être que ceux qu'on leur assigne dans la culture de masse et qu'ils apparaissent au final comme autant de barreaux de cage. Dans le texte s'établit le parallèle entre
D'une part, une bataille et un lieu stratégique à conquérir, un champ de bataille, et d'autre part, la femme et le droit de disposer librement de son corps, votre corps. Quant à l'image, le négatif et le cliché partiellement développé peuvent signifier que la femme n'assume pas encore totalement son destin, qu'elle n'est que partiellement maîtresse de ses actes puisqu'elle dépend encore du bon vouloir d'une sorte de patriarcat symbolisé dans cet épisode de la guerre des sexes par George Bush et son administration. Fin du chapitre 6, fin totale. Faire des crédits, tout ça. Faire des crédits.